discussion et le chat, comme ça on sait un peu d'où vous venez. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Donc, merci d'être là pour cette deuxième partie des webinaires pour améliorer la qualité de vie de nos chevaux et de ceux qui s'en occupent. Et donc, moi, je suis Noémie du Comité régional d'équitation. Je vais être là un petit peu plus pour la partie intendance et gérer le chat. Et je vais laisser la parole à Fanny, qui est la présidente de la commission éthique et qualité de vie du Comité régional d'équitation, PACA, et ensuite à Hélène qui va animer le webinaire. Voilà. À toi, Fanny. Alors, merci Noémie. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, pour ce deuxième webinaire, on va continuer à parler des 3 fondamentaux nécessaires à une bonne qualité de vie des chevaux, qui sont donc avoir du foin à volonté, avoir des sorties libres et avoir des contacts sociaux. Donc, pour ces webinaires, on a demandé à Hélène Roche de s'en occuper. Alors, donc ce soir, on va parler donc des sorties libres et des contacts sociaux. On a regroupé ces 2 fondamentaux ensemble parce que, en fait, c'est très lié. C'est en général, quand on fait l'un, on fait l'autre. Voilà. Alors, n'hésitez pas à poser des questions pendant la webconf. Et à la fin, donc, on posera donc les questions à Hélène. Voilà. Donc, Hélène, c'est quand tu veux. Ok, bonsoir tout le monde. Donc déjà, je vous préviens tout de suite. Donc, je vais couper moi ma caméra pour faciliter un peu la bande passante. Parce que moi, je suis dans l'Aveyron. Et voilà, je n'ai pas une connexion forcément hyper stable et hyper bonne. Et je vais donc ensuite partager mon écran. Si jamais il y a un problème technique, vous faites signe dans le chat et Noémie donc du Creux PACA voilà, fera signe. Moi, je vérifierai de mon côté. Et donc, je vais partir sur cette présentation. Donc, elle est à destination en première intention des centres équestres, puisque c'est le comité régional d'équitation qui a demandé cette intervention-là et dans le cadre de la commission bien-être du Creux PACA. Alors, c'est parti pour l'écran partagé. Ah oui, non, d'abord, j'arrête ma vidéo. Faisons les choses dans l'ordre. C'est bon, j'ai coupé la vidéo. Écran partagé, je refais. Et donc, le PowerPoint va s'afficher. Normalement, je vais le lancer à partir du début. Les petits PowerPoint, ne soient pas timides, c'est bien. Voilà. Donc, partie 2, puisque la première partie était consacrée à l'alimentation du cheval. Donc là, on va parler donc, de liberté de mouvement et de vie sociale, comme vous l'a annoncé Fanny Sablot. Donc, je rappelle que les besoins fondamentaux des chevaux s'articulent autour de 3 points principaux, si vraiment on souhaite les résumer, à savoir l'alimentation pour la majeure partie du temps du cheval, plus de 60% de son temps, les déplacements et les contacts sociaux. Donc là, on se focalise sur les 2 derniers. Et dans la charte bien-être qui a été signée par les différents acteurs de la filière équine en France en 2016, si je ne m'abuse, eh bien, il y a pour la Fédération française d'équitation 2 points. Alors, je dis pour la Fédération française d'équitation, là, c'est la charte que tout le monde a signée. Et moi, je vais me focaliser là sur les points mesures 4 et 5. Donc, je fais un petit zoom, comme ça, vous pourrez mieux le lire. Et donc, si vous voulez la consulter, cette charte, elle est disponible. Regardez, j'ai mis le lien sur le RESP, le bien-être équin, à sa charte. Alors, mesure 4, c'est veiller à structurer et aménager l'environnement de vie des chevaux de manière à leur permettre d'exprimer leur comportement naturel et à leur offrir un confort de repos et de travail. Alors peut-être que comme ça, vous ne voyez pas le lien tout de suite avec liberté de mouvement et contacts sociaux. Alors liberté de mouvement, contacts sociaux, on peut dire dans les comportements naturels. Donc là, en effet, c'est ça dont il est question. Et on va notamment revenir sur l'aspect confort de repos dans la vie sociale. Donc c'est aussi pour ça que je trouve que cette mesure 4, elle a un lien avec la vie sociale. Et la mesure 5, elle est, on va dire,
complètement dévolue à cette dimension de la vie des chevaux, de vivre en groupe, respecter le caractère grégaire des chevaux, en favorisant les contacts sociaux positifs entre eux, afin de limiter les troubles comportementaux. Alors, répartition des activités. Donc ça, on l'a déjà vu peut-être, et probablement que vous le connaissez, les chevaux s'occupent pour majeure partie de leur temps à l'alimentation, vient ensuite le repos, le déplacement pour 1 à 2 heures par cycle de 24 heures, l'observation de l'environnement et le reste des activités comme se gratter, se rouler, uriner, déféquer, boire et même interagir socialement. Donc, en termes de quantité d'activités, le déplacement, il occupe 1 à 2 heures par jour. Alors attention, quand on présente la répartition des activités de cette façon-là, il faut voir que là, on parle du déplacement pur, en fait, pour aller d'un point à un autre, par exemple, à l'état naturel, aller d'un point d'abreuvement à une zone de pâturage, ou au contraire venir au point d'abreuvement, ou changer de zone de pâturage, par exemple. Mais il faut savoir aussi que au cours de l'alimentation à l'état naturel, si le cheval donc, pâture, il va également se déplacer. Donc, il va faire du déplacement en plus aussi au cours de son alimentation, mais c'est un déplacement un petit peu différent de celui d'une marche active qui est celle qui est comptabilisée ici, que j'ai entourée. Donc, déplacement 1 à 2 heures. Alors, on sait, en conditions de vie domestique, que lorsque l'on prive les chevaux de liberté de mouvement, eh bien, on a affaire à un ensemble de comportements qu'on peut regrouper sous le terme d'un effet rebond. C'est-à-dire que les chevaux vont rattraper leurs besoins locomoteurs en se défoulant, et donc en faisant plus et de manière exagérée ce qu'ils auraient fait s'ils avaient eu tout le temps accès à la liberté de mouvement. C'est pour ça qu'on parle d'effet rebond. Alors évidemment, quand le cheval fait ça et qu'il a un cavalier sur le dos, il y a des risques de chute qui augmentent, donc on fait les frais. On a aussi des risques de blessures des chevaux, par exemple, quand on les lâche au paddock et qu'ils vont exploser et qu'ils sont froids d'un point de vue musculaire tendineux, c'est un risque de blessure pour eux, ou des glissades aussi à ces occasions-là. Et donc il y a des risques à la fois pour les personnes et aussi pour les chevaux. Donc cet effet rebond, on le connaît bien, tout le monde ça l'a bien identifié quand les chevaux sont privés de mouvement. Autre point auquel on pense moins, c'est qu'un cheval qui n'a pas l'occasion de se mouvoir librement va être plus long à préparer physiquement pour être apte à l'effort et éviter une blessure ou simplement avoir les muscles chauds pour être suffisamment souple et du coup faire les mouvements qui sont attendus. Et donc, ça nécessite pour un cheval qui n'a pas accès à une liberté de mouvement, une période d'échauffement, notamment au pas, beaucoup plus longue, et aussi une période de récupération après la période d'exercice physique. Donc ça, c'est, on va dire, la contrepartie de la privation de liberté de mouvement pour les chevaux. On sait aussi que sur le plan même psychologique, puisque là on a plus vu peut-être l'aspect physique, bien que à partir du moment où un cheval se défoule, c'est bien qu'il y a une frustration quelque part et donc qu'il rattrape cette frustration. Mais sur le plan psychologique, sur le plan mental, sur l'état émotionnel du cheval, aujourd'hui, d'après différentes études épidémiologiques, on sait que la privation de mouvement va engendrer des tics comme le tic de l'ours, donc le balancement d'un pied sur l'autre, et la déambulation, par exemple, des chevaux qui vont tourner sans arrêt dans leur box. Donc ici, vous avez typiquement une grille en col de cygne pour empêcher un cheval d'adopter le tic de l'ours. Alors parfois, on met aussi ces grilles-là pour faire joli ou pour empêcher un cheval de sauter par-dessus la porte du box. Mais initialement, ces grilles ont vraiment été pensées pour empêcher un cheval de se balancer d'un pied sur l'autre. Bon, il faut savoir qu'un cheval, s'il tique de cette façon-là, il se mettra derrière sa grille pour le faire. Donc, on sait que le tic de l'ours peut assez facilement passer si on permet au cheval de sortir. Et on va voir aussi qu'il peut y avoir différentes causes. Le tic de l'ours peut aussi être lié à l'absence de contact avec des congénères. Donc, liberté de mouvement, ça a un impact, en tout cas la privation, ça a un impact sur le physique et le moral du cheval, le mental, et donc sur son bien-être physique et mental. La mise en liberté, pour la permettre, il faut évidemment avoir de l'espace. Donc, on peut avoir des espaces dévolus pour
la mise en liberté des chevaux. Ici, vous voyez des paddocks qui sont en fait contigus à des boxes. Et dans ces paddocks, vous voyez une sorte de piste qui conduisent à ensuite un endroit plus vaste où les chevaux ont un peu plus d'espace pour, par exemple, se rouler. Et en plus, là, on a des zones qui sont enherbées. Donc, on a aussi un intérêt, là, sur cette photo, qui est au Haradella, dans le Puy-de-Dôme, des chevaux à se déplacer aussi pour faire autre chose que juste se défouler. Parce qu'une fois passé le moment de défoulement qui dure quelques minutes, bah, les chevaux, si leur paddock est nu et qu'il n'y a rien à y faire d'autre que se défouler, bah, en fait, ils vont avoir envie de retourner au box. Il y a même des chevaux qui sautent les barrières pour retourner dans leur box, parce qu'en fait, tout le confort est dans le box. Donc, ces chevaux qui n'aiment pas le paddock, c'est parce que en fait, le paddock, il a rien de particulièrement attirant. Et par exemple, assez souvent, il n'y a ni abreuvement, ni congénère, ni endroit sec pour se coucher ou se rouler, ni protection contre les insectes. Donc après, il faut aussi penser à des mises en liberté qui permettent un confort du cheval au-delà du simple fait de se défouler. Et peut-être raisonner aussi les heures de sortie, en particulier pendant les heures chaudes où il y a pas mal d'insectes piqueurs, mais peut-être privilégier les périodes où il y a moins d'insectes qui sont présents pour que ce soit confortable pour les chevaux d'y séjourner en fait, dans ces paddocks. Et des supports de grattage aussi, ça peut être un plus, une souche par exemple, un rocher selon les endroits où vous êtes, ou un poteau qui est accessible, c'est vivement apprécié par les chevaux. Alors, on peut se demander si l'exercice qu'on va fournir au cheval, l'intensité du travail qu'on peut fournir, qu'on peut lui demander de fournir, vont être suffisants et peut-être finalement assez pour combler ce besoin de mouvement. En fait, le besoin de mouvement, attention, j'ai bien dit liberté de mouvement précédemment. Donc, à partir du moment où le mouvement est contraint, donc que ce soit sous la selle ou aux longues graines, à la longe, même s'il est peut-être un peu moins contraint, par exemple à la longe, en fait, on est quand même dans une notion de contrainte par rapport au mouvement qu'on demande au cheval. C'est pareil pour le marcheur, le tapis roulant. Donc, ça ne veut pas dire que ces dispositifs-là, ces manières de préparer le cheval musculairement sont inintéressantes, mais elles ne comblent pas le besoin de se mouvoir librement chez le cheval. Donc, avoir accès à de la liberté de mouvement, ça devrait être incontournable pour les chevaux. En Suisse, par exemple, pour les chevaux donc détenus par des particuliers ou dans des écuries, il y a une obligation de sortir une fois par semaine en liberté. Alors, une fois par semaine, c'est sous réserve que le cheval sorte par ailleurs de son box pour du travail. Et une fois par semaine, c'est vraiment le minimum que la législation suisse a cherché à faire pour que tout le monde ne soit pas contraint, mais probablement plus fréquemment, voire tous les jours, ce serait plutôt vivement recommandé. Maintenant, pour les contacts sociaux, eh bien, les contacts sociaux chez les chevaux, en fait, si vous repensez à cette répartition des activités que j'ai présentées, où je vous ai dit, les interactions sociales, ça occupe peu de temps. Ça occupe peu de temps en termes d'interaction. C'est-à-dire, par exemple, sur cette photo, vous voyez entre deux chevaux islandais d'une cavalerie de club, un toilettage mutuel. Eh bien, ça, sur une journée, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. En revanche, les chevaux et les poneys, normalement, vivent en groupe. Donc, en fait, ils sont en permanence les uns avec les autres. Ils ont la possibilité d'interagir lorsqu'ils le souhaitent et de manière non contrainte, non limitée. Et en plus de ça, ils sont synchronisés avec le reste du groupe pour faire les activités de chevaux de leur vie de tous les jours. Donc, vivre avec les autres, avoir la possibilité de contact, c'est une composante du bien-être équin. D'après différentes études qui ont été menées de par le monde, partout dans le monde, on a pour les mêmes problèmes comportementaux, les mêmes causes. Eh bien, si on prive les chevaux de contacts sociaux, on sait qu'on peut engendrer du tic de l'ours, et une étude montre aussi un risque d'apparition du tic à l'appui. Le tic à l'appui, on va souvent plus le rattacher à des problèmes alimentaires, mais pas que. Je vous ai dit, ces problèmes de stéréotypie, ces comportements répétitifs qui ne semblent pas avoir de but, eh bien, en fait, ils sont souvent multifactoriels. Et
l'alimentation peut être en cause, mais aussi la liberté de mouvement et les contacts sociaux, ce qu'on ignore assez souvent. On ne pense pas toujours que la dimension sociale peut être en cause dans ces troubles du comportement. On a aussi des chevaux qui vont être agressifs envers les humains du fait du manque de contact avec des congénères, ou alors qui vont, donc ça c'est le dernier point que j'ai mis, qui vont rediriger finalement leurs besoins de contact, par exemple du jeu, vers les humains, mais c'est complètement inadapté et dangereux. Donc c'est particulièrement vrai chez les hongres et les entiers. Donc en club, on a moins des entiers, mais les hongres peuvent tout à fait avoir les mêmes comportements, c'est-à-dire qu'ils vont chercher à bousculer ou à mordre pour susciter aussi la réponse de cet autre être vivant que nous sommes, et qui va du coup repousser le cheval. Et c'est ce que cherche le cheval à ce moment-là, il cherche du contact physique. Et donc, on répond à ces morsures ou ces bousculades par du contact physique. Et en fait, on renforce son comportement et on le motive à recommencer. Et pour casser ce cercle finalement vicieux quelque part, hein, parce que nous, on ne veut pas ça, mais le cheval, lui, c'est ce qu'il veut, eh bien, il faudrait permettre d'avoir des contacts avec des congénères. Et là, ces comportements-là disparaissent. On a aussi des chevaux qui peuvent être agressifs envers les autres chevaux, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer à côté d'eux avec un autre cheval sans qu'ils menacent, voire ils mordent ou ils tapent. Et ça devient compliqué d'évoluer dans une carrière ou un manège, faire des exercices en groupe ou des jeux collectifs, par exemple en club, des pony games, des carousels, du horseball, voilà, ou toute autre activité collective, ou même parfois se croiser ou travailler au botte à botte. On a des chevaux qui ne tolèrent pas la présence des congénères parce qu'ils répondent par de l'agressivité, par cette proximité. Ou cette, parfois pas tellement proximité, et déjà à distance, ils vont se montrer extrêmement démonstratifs et menaçants. Alors c'est souvent par peur, mais je distingue quand même la peur dans ce cas-là. Il y a aussi des chevaux qui, eux, ne vont pas manifester d'agressivité par peur, mais vont plutôt faire des écarts. Et on a ça, par exemple, sur les terrains de concours, sur les paddocks de détente, des chevaux qui ont du mal, voire une impossibilité à croiser d'autres chevaux, ils ont extrêmement peur et vont faire des écarts et des demi-tours ou se cabrer par cette crainte des autres chevaux. Et ces chevaux-là, si on les fait vivre, ne serait-ce qu'avec un ou deux autres chevaux ou poneys, eh bien, en général, ça améliore grandement leur capacité à surmonter cette peur une fois qu'ils sont en présence de chevaux qu'ils ne connaissent pas. Donc, il y a pas mal de conséquences à priver les chevaux de contacts sociaux et ça a une répercussion directe sur l'interaction et la relation avec l'homme, voire l'utilisation du cheval dans une situation de club. Alors, mettre ses chevaux en groupe ou ses poneys, il y a quand même des précautions à prendre. On va quand même souligner le fait qu'il faut avoir des groupes stables. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, dans votre écurie, une partie de votre cavalerie qui est, on va dire, stable, et une autre qui serait une écurie de commerce, ou avec des clients qui sont en pension et qui sont peut-être un peu fluctuants en termes de stabilité au sein de votre établissement, eh bien, ces chevaux-là ne seront pas forcément à mélanger avec votre groupe stable. Parce que les chevaux, une fois qu'ils ont établi leur relation au sein d'un groupe, notamment au départ avec une manifestation parfois agressive, qui peut passer juste par des menaces de morsure ou de ruade, mais qui a besoin de s'établir pour établir des liens sociaux dans le groupe, et notamment une hiérarchie de dominance, eh bien, une fois que c'est établi, c'est plutôt apaisé. Par contre, à chaque fois qu'il y a un nouveau, il va y avoir ces comportements-là qui vont être présents. Il faut à peu près 3 semaines pour que ça se stabilise. Donc, si on n'a pas de groupe stable, qu'on sait qu'on a des groupes qui changent très souvent, je dirais plusieurs fois par an, mais on va éviter de mélanger ces chevaux avec un groupe stable et on va privilégier donc la stabilité du groupe. Lorsqu'on met un nouveau cheval dans un groupe ou un poney, on va observer cette mise en contact avec les autres. Soit on peut le faire sous surveillance, par exemple dans un manège, dans une carrière avec les autres chevaux. Et en tout cas, observer ce qui se passe, notamment la nature des interactions, je vais y revenir, et aussi la fréquence et la durée. Donc si vous avez une agression, on va dire si c'est des menaces et que le cheval introduit s'écarte et qu'il a accès à toutes les ressources qui sont limitées, par exemple l'eau, l'abri, la nourriture, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut surveiller que ça s'apaise et que au bout de quelques heures, voilà, tout le monde est tranquille. Et que si pendant 10 minutes, on a un cheval qui en poursuit un autre, c'est pas normal.
Et là, éventuellement, il faut intervenir et faire des mises en groupe progressives. Donc, chaque introduction est particulière et je vais revenir sur les aspects de cas spécifiques. On a affaire à des individus, des personnalités de chevaux et de poneys. Donc ça, il faut en tenir compte. Et bien sûr, déférer les postérieurs au moins le temps de l'adaptation. Il y a certaines cavaleries stables, donc de clubs, qui sont ferrées des 4 pieds et ça ne pose pas de problème. Mais voilà, une fois que les chevaux se connaissent, et aussi, ce que je disais, qui sont dans des groupes stables. Alors, notamment, identifier les types d'interactions et les natures des interactions. Bien, pour ça, faut savoir les reconnaître. Donc, par exemple, là, sur ces photos, qui sont donc dans un manège, une cavalerie de club, les chevaux vivent en boxe individuelle et sont lâchés régulièrement ensemble. Là, on voit du jeu, donc, qui sont caractéristiques du jeu social avec des simulations de combat, caractéristiques des hongres, et donc, sinon, des mâles non castrés aussi, avec donc des morsures, des bousculades, des poursuites et parfois des ruades aussi. Et ça, vous pourrez reconnaître par rapport à une agression par le fait que les oreilles ne sont pas plaquées sur la nuque et aussi que vous avez une inversion des rôles et que les chevaux vont rester ensemble, chevaux ou poneys. Donc là, par exemple, ils vont rester face à face et un coup, c'est toi qui mords, un coup, c'est moi qui mords et ça alterne et on n'est pas capable de dire qui, quelque part, gagne l'interaction, contrairement à une interaction agressive où là, on voit les oreilles plaquées et un animal qui va fuir et un autre qui va chercher à s'en débarrasser, à l'éloigner. Ici, vous avez encore du jeu, mais vous voyez que le cheval bai est en train d'attraper la joue du cheval bai brun à droite, et on a aussi le cheval pie qui est derrière, qui mord l'épaule de l'autre. Donc là, on a typiquement du jeu où on le voit à l'expression faciale des chevaux, avec les oreilles qui ne sont pas plaquées, des traits du visage qui sont détendus, et puis des chevaux qui restent face à face. On a ici aussi sur cette photo du jeu du même type, de hongre par-dessus une barrière. Donc là, cette barrière permet des contacts sociaux tactiles et permet aux chevaux d'interagir sans qu'ils partagent le même lieu de vie. Donc c'est déjà possible aussi de cette façon-là. Je vous montrerai d'autres types d'aménagements également qui permettent cela. Et là, vous avez des morsures de jeu au niveau de l'encolure et de la tête. Ici, on revient à ces chevaux qui sont lâchés dans le manège ensemble. Vous voyez que parfois, au cours du jeu, il peut y avoir des interactions agressives, mais aussi les chevaux ne s'entendent pas avec tout le monde. Et vous voyez ce cheval léopard qui a bien les oreilles plaquées sur la nuque, fouaille de la queue, lève le postérieur. On a affaire là, alors comme c'est une photo, je ne me souviens plus de l'interaction, s'il a détendu son postérieur et qu'il a essayé de taper ou pas, ou s'il a juste levé le postérieur, mais en tout cas, on est plutôt sur une menace de ruade. Et comme on a des chevaux qui se connaissent et qui sont aussi expérimentés socialement, ça n'a pas d'incidence et ce n'est pas grave. Ça fait une partie des interactions sociales et ça ne va pas plus loin que ça. Il n'y a pas de blessures qui sont engendrées par ce type de comportement. Ici, vous avez le cheval de droite, le pie, qui flaire le cheval bai de gauche, et vous voyez au cours de cette interaction, donc là, c'est des chevaux qui se retrouvent, qui se connaissent déjà. Donc c'est à ce moment-là aussi que lors des flairages de naso à naso, on va dire naso-nasal, il peut y avoir couinement et un coup de pied d'antérieur. Le coup de pied d'antérieur, il vise plutôt à intimider l'autre plus qu'à frapper. En général, les chevaux ne se frappent pas de cette façon-là. Mais vous voyez que le cheval de gauche, le bai, il a l'encolure arrondie et il est assez tendu. Et bien ça, on est déjà dans une posture d'intimidation. Donc ça, c'est tout à fait normal qu'il y ait des couinements et des intimidations pour des chevaux qui se retrouvent, qui ont été séparés pendant assez longtemps, ou des chevaux qui se découvrent et qui ne se sont encore jamais rencontrés. Et vous voyez le cheval bai de droite qui se tient à distance, qui est extrêmement intéressé, mais qui garde ses distances parce que probablement, il connaît très bien le cheval bai de gauche et il évite de venir au contact avec lui. Ici, vous avez ce même cheval bai qui, vous voyez dans son expression faciale, a une menace de morsure envers le cheval noir là, qui esquive cette menace parce que peut-être ça pourrait bien passer à l'acte. Eh bien, on a là, du coup, une distanciation qui se fait entre deux individus qui, pareil, se connaissent et connaissent les codes
entre chevaux. Et voilà, il n'y a pas plus de conflit que ça. Il y a une prise de distance possible et chacun retourne à ses activités. On a ici toujours le même cheval bai qui est derrière le cheval léopard. Et puis derrière le cheval léopard, vous voyez aussi, là, c'est une jument qui est avec une expression faciale de menace, avec la queue qui fouaille. Elle est en fait poussée par le hongre bai qui, en même temps, menace le cheval léopard. Et ce qui est intéressant, c'est que le cheval léopard, il est dans une posture d'intimidation. Il n'est pas avec les oreilles couchées, mais il est figé, immobile, la queue soulevée, l'encolure haute, et vous voyez qu'il ne tourne pas la tête vers l'autre, mais on voit bien qu'il ne va pas céder le terrain. Et du coup, l'autre va passer son chemin, et la jument, elle passe vraiment son chemin et va plus loin. Donc on a aussi des choses subtiles qui se mettent en place, et c'est normal dans un groupe stable, et même quand ils se retrouvent et qu'ils se connaissent déjà, qu'on n'ait pas de choses très manifestes et forcément spectaculaires. Donc là, voilà, le cheval léopard reste sur place, le cheval bai menace encore un petit peu, mais comme sa copine est partie, il va un peu plus loin. Et puis on voit que ça n'empêche pas d'autres chevaux là, de jouer, les deux du fond à droite. Vous voyez qu'ils sont en contact de jeu, donc c'est deux hongres qui jouent. On a donc aussi, je vous disais, dans les jeux des hongres, des comportements donc, de cabré. Et ici, vous avez un peu un entre-deux, où le cheval de gauche est à la fois un petit peu menaçant et intimide, alors que c'est dans une séquence de jeu. Et le cheval gris, on voit que le cheval gris il a le nez allongé et qu'il esquive, hein, il se méfie d'un coup éventuellement qu'il pourrait prendre, mais il n'y a absolument aucun coup après qui est porté, chacun se connaît les limites et connaît les codes sociaux, donc ça s'en tient là, on peut avoir du jeu et de l'intimidation et une alternance des deux. Et vous voyez ici ensuite des chevaux qui se tiennent face à face et qui s'attrapent notamment avec les lèvres et les dents, des plis de peau et qui peuvent s'occuper comme ça un petit moment, surtout s'ils ont été séparés pendant un moment, donc parfois pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines et qu'ils ne se sont pas rencontrés eux. Par contre, si vous avez régulièrement sur vos chevaux, vos poneys, des traces de morsures ou de ruades, alors ici j'ai mis cette photo pour montrer des traces de morsures où on voit bien les impacts de dents. Les traces de ruades, ce serait plutôt des éraflures. Eh bien, si vous constatez ça, soit c'est pas très inquiétant parce que vous venez d'introduire un nouveau cheval et c'est normal qu'il puisse y avoir des petits coups de dents de temps en temps, mais enfin de temps en temps, en tout cas au début. Une fois de temps en temps, je dirais, ça peut arriver, mais il faut quand même surveiller l'état des animaux, c'est-à-dire que celui qui est mordu, est-ce que il est quand même en bonne forme? Est-ce qu'il a bien accès à toutes les ressources? Est-ce qu'il y a dans le groupe des chevaux qui ont l'air plus inquiets? Parce que quand on introduit un nouveau, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des chevaux qui sont stressés dès qu'il y en a un en particulier dans le groupe qui bouge, tout le monde bouge et semble inquiet? C'est ça que j'appelle l'ambiance du groupe, c'est regarder comment ça se passe en fonction des uns et des autres. Et puis, si on vient d'introduire un nouveau cheval, un nouveau poney ou plusieurs dans un groupe, on va être très vigilant en tant qu'humain pour pénétrer dans ce groupe parce que on peut avoir des chevaux qui ne se connaissent pas encore et peuvent être moins tolérants à la proximité du ou des nouveaux, ou alors au contraire, enfin pas au contraire, mais être particulièrement vigilant pour protéger leurs copains et la proximité de leurs copains par rapport aux nouveaux. Et c'est ça qui peut engendrer de l'agressivité entre chevaux à ce moment-là. La ressource, là, étant le copain, et pas forcément ce à quoi on pense toujours, c'est la nourriture, mais le copain, c'est la ressource limitée, et ça peut engendrer de l'agressivité entre chevaux. Donc, les contacts physiques, tels qu'on voit sur cette photo, morsures ou ruades, tout ça, ça doit disparaître assez rapidement. Déjà, en quelques jours, il ne doit quasiment plus rien y avoir. Et au bout de 3 semaines, vraiment plus rien. Là, ici, cette photo, elle avait été prise, c'était l'introduction d'un poney dans un groupe. Et on avait des morsures sur tous les individus du groupe pendant plusieurs jours. L'ambiance du groupe, dans un groupe stable, ça devrait être le calme et l'apparition d'affinités entre chevaux et ou poneys.
et exceptionnellement donc des traces de morsure ou de coups de pied. Les affinités, ce n'est pas forcément des choses très ostensibles, comme je montrais tout à l'heure la photo de chevaux islandais qui se toilettaient mutuellement. Donc ça, c'est très bon signe, hein, c'est un bon signe vraiment d'entente entre chevaux ou poneys, mais on n'a pas toujours des toilettages mutuels selon voilà, les envies des chevaux et puis aussi le temps qu'on passe à observer ces chevaux. Mais on peut avoir simplement de la proximité. Alors ça va plus se voir et sauter aux yeux pendant les périodes de repos debout quand il y a des insectes. Donc là, comme sur cette photo, on voit ici des chevaux qui sont très proches. Mais on peut aussi avoir du temps passé côte à côte ou à s'alimenter sur le même tas de foin ou pâturer toujours à distance du même congénère. Et donc là, on peut dire que c'est un copain dans ces cas-là. Donc l'ambiance du groupe, c'est vraiment quelque chose à regarder. Et le calme, le calme dans un groupe, c'est vraiment le signe que tout va bien. Et donc les menaces, par exemple ici, on a une jument là qui menace en s'avançant dans le groupe. Bon, bah, les autres se poussent et puis voilà, ça s'en tient là. Et ces affinités, là, on a des poneys qui pâturent pas très loin les uns des autres. Et en fait, en regardant bien et régulièrement, on verra souvent les mêmes côte à côte ou non loin l'un de l'autre. On ne peut pas présager des ententes entre chevaux ou poneys. C'est vraiment dépendant de la personnalité de chacun, cheval ou poney, en fonction de son expérience, bonne ou mauvaise. Et c'est comme ça que vous pouvez très bien avoir des chevaux qui tolèrent des poneys sans problème, mais pas des chevaux de telle couleur, ou des chevaux qui ont pris en grippe les poneys, ou que sais-je. Donc on a vraiment cette histoire de personnalité et aussi de vécu de chacun qui va faire que voilà, il y a des situations plus ou moins faciles en termes d'introduction, puis parfois des surprises, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, quand on introduit des chevaux ou des poneys dans un groupe. La question de sexe, ça va dépendre aussi vraiment de la personnalité de nos chevaux et poneys. On peut avoir des hongres qui sont plusieurs avec plusieurs juments, et ça ne pose pas de problème. Et puis d'autres, des hongres, dès qu'il y a des juments, qui sont compliqués à gérer parce qu'ils vont s'approprier des juments, vont être très agressifs, aussi bien avec la jument pour pas qu'elle aille voir les autres qu'avec les autres hongres. Mais tout ça, ça peut aussi être fortement modulé par l'aménagement de l'environnement. Donc, je vais vous développer un petit peu plus ce point-là. Et puis, évidemment, l'accès aux ressources aussi. Par exemple, ici, vous avez donc plusieurs poneys dans un même espace, ce qu'on pourrait appeler un box à compartiment unique. Et je reviendrai sur cette dénomination. Compartiment unique parce que toutes les ressources sont au même endroit. La zone d'alimentation, de repos, là où il y a la pierre à sel et là où il y a l'eau. Tout est au même endroit. Et donc là, si jamais j'avais un poney qui voulait aller voir dans la mangeoire là-bas au fond, s'il restait quelques grains à manger, eh bien, s'il est dominant sur les poneys qui sont couchés, il va déranger les poneys qui sont couchés et donc, quelque part, déranger leur confort de repos parce qu'il veut accéder à la nourriture. Donc là, quand on a un groupe, il faut penser à ces aspects-là, et c'est là où je souligne l'importance de penser aux accès de repos, les zones de repos, qui sont souvent pas forcément réfléchies en ces termes-là. Et vous verrez qu'il y a des petits aménagements qui sont possibles, parfois quand on met plusieurs chevaux ou poneys ensemble. Donc ici, accès aux ressources, alors on pense souvent, je vous disais, à la nourriture. Là, si on a un groupe de chevaux qui partagent le rond de valeur, on pourrait très bien avoir, selon qui ils sont et comment ils s'entendent, certains individus qui n'ont pas accès à ce fourrage et qui devront attendre que tout le monde soit parti pour y accéder. Et là, on peut avoir des problèmes en termes de maintien d'un bon état corporel. Alors ici, par exemple, il y avait d'autres points d'affouragement et en plus, la cavalerie s'entendait particulièrement bien. L'accès aux ressources, ça peut être un abri. Alors on peut se dire un abri, oui, c'est pas forcément indispensable. Après, ça dépend de vos chevaux et de vos poneys et de leurs besoins. Ici, on a en fait une vieille jument qui fait partie du groupe, qui elle, en fait, n'avait pas accès à l'abri et visiblement, tout le monde se trouvait bien à l'abri, mais comme de toute façon, elle était dominée par les trois autres et que elle n'osait pas rentrer dans l'abri à ce moment-là,
si les 3 y étaient, bah, du coup, dans ces cas-là, elle passait son temps sous la pluie. Après, voilà, si c'est quelques minutes, quelques heures, c'est pas bien grave, mais c'est à surveiller et c'est à avoir en tête en fonction aussi de l'état de fatigue des animaux, par exemple, qui peut-être ne pourront pas se reposer alors que d'autres se seront reposés. Et si on demande un effort derrière, bah, ça peut être plus compliqué pour eux. Dans les aménagements qui sont aujourd'hui on va dire communiqués et mis en avant, on a les systèmes appelés Paddock Paradise. Donc ici, c'est un schéma qui a été fait pour mon livre « Mon cheval est-il heureux à l'écurie » par Sylviane Gangloff. Donc vous voyez que dans le système du Paddock Paradise, où on peut aussi parler de paddock sur piste, si on ne rentre pas dans le système du Paddock Paradise pur, on va éloigner les points d'intérêt. L'abri est éloigné des points d'affouragement, il y a plusieurs points d'affouragement. Vous avez aussi un éloignement du point d'eau et les points d'entrée, par exemple, dans les zones à pâturer, sont à l'opposé, par exemple, de l'abri. Les chevaux ont besoin de faire des détours. Donc là, vous avez l'éloignement des points d'intérêt qui permet de rendre plus diffus les points de tension en fait, qui peuvent exister entre les chevaux. Donc ça, c'est le type Paddock Paradise avec aménagement de piste et surtout éloignement des points d'intérêt. Ici, c'est une photo que j'ai prise dans un abri, dans une pension où les chevaux étaient en groupe. Vous voyez que l'abri, c'est un grand hangar qu'on pourrait avoir, on va dire, en aménagement simple, sans ces parois. En fait, ces parois, elles vont permettre à des chevaux de s'isoler visuellement des autres et éviter d'être dérangés, comme je vous montrais la photo précédemment de ces poneys qui sont dans un box où ils sont tous ensemble. Bien voilà, avoir des parois, ça oblige à faire des détours et ça peut permettre aussi de s'isoler visuellement des chevaux ou poneys avec lesquels certains n'ont pas forcément envie d'interagir. Et vous voyez aussi qu'il y a au fond de ce bâtiment une sortie, ce qui fait que là, les chevaux ne peuvent pas être coincés par un congénère dans une interaction sociale, ils peuvent s'échapper s'ils le souhaitent. Autre aménagement aussi, là, on pourrait voir dans ce paddock avec un sol stabilisé. Là, vous voyez, il y a une barrière qui a été faite, érigée, et qui permet à des chevaux de se croiser, alors que peut-être, s'il y avait un cheval dominant en plein milieu, ça pourrait empêcher, ou en tout cas réfréner l'envie d'aller d'un point à un autre pour un cheval qui aurait peur de celui-là. Donc ça, c'est des solutions aussi pour aménager des espaces et faire en sorte qu'ils soient un peu plus pensés pour la bonne entente en groupe. Éloigner donc les points d'intérêt, multiplier par exemple les zones d'alimentation, on le sait, ça je pense que c'est quelque chose d'assez évident pour tout le monde, multiplier les points d'affouragement. On sait que quand on a par exemple un râtelier et qu'il est vendu pour 6 places, on peut avoir un cheval ou un poney qui garde le râtelier, la ressource, et qui ne permet pas à ses copains qui n'en sont plus à ce moment-là de venir manger avec lui. Donc il faut trouver des astuces. Donc, les parois, de nouveau, peuvent être des solutions et multiplier aussi les points. Donc, avoir des parois, notamment sur les lieux d'alimentation, c'est ce qui se fait dans les pays, je dirais, nordiques. Donc, on a en Suisse, au Danemark, en Allemagne, beaucoup ces systèmes de stalles d'affouragement où les chevaux vont pouvoir être sur un espace finalement assez réduit. Ils vont être côte à côte, mais en fait, il n'y a pas de conflit ou de tension sociale entre eux, puisqu'il y a des parois qui leur permettent d'être séparés. Donc là, ici, sur cette photo, vous voyez un affouragement. Donc là, c'est pour l'accès au foin, mais ça peut être aussi pour distribuer les aliments concentrés. Puisque au moment de l'alimentation, c'est là où la hiérarchie de dominance va s'exprimer, donc avec des menaces de morsure ou de ruade, ou passage à l'acte avec réellement morsure ou coup de pied. Alors évidemment, des chevaux qui ont accès à l'alimentation en continu sont moins excités, il y a moins ces comportements-là qui sont exacerbés lors de la distribution de nourriture ponctuellement. Ici, vous voyez d'autres systèmes de stalles, là c'est en France, sur une cavalerie de club aussi, et vous voyez que là, les chevaux sont alimentés dans ces systèmes de stalles,
Là, on a des chevaux qui se connaissent bien, qui mangent à peu près les mêmes quantités, mais si vous êtes intéressé par aménager des stalles, au niveau de la Suisse, ils ont des dimensionnements qui sont préconisés. Là, par exemple, on pourrait préconiser que ce soit moins large et un peu plus long derrière les chevaux pour qu'ils soient davantage protégés et éviter qu'on ait, par exemple, 2 chevaux qui s'enfilent dans la même stalle. Et donc, voilà, je vous dis, c'est vraiment utilisé en routine dans certains pays. On a moins l'habitude en France. Ici, pour les contacts sociaux, pour des chevaux qui ne seraient pas au paddock ensemble, par exemple, on peut avoir des parois entre les box individuelles qui permettent les toilettages mutuels, par exemple. Et donc, ce type de contact-là. Là, on voit, par exemple, sur 2 chevaux comme ça, on peut se dire que s'il y a des toilettages mutuels au box, très probablement, on aurait des chevaux qui s'entendraient très bien au paddock et on pourrait les mettre au paddock ensemble. Mais ça peut être une première prise de contact pour limiter les risques. Si on craint, on peut procéder de cette façon-là si on a des bâtiments qui le permettent. Et on a aussi, donc ça vient de Suisse, ça a été testé en Suisse sur les étalons Franche-Montagne du Haras national, des demi-parois, donc vous avez la moitié de la paroi du box qui est pleine et l'autre moitié, vous voyez ici, des grilles à travers lesquelles les chevaux peuvent passer l'encolure. Donc ils peuvent interagir avec le voisin, mais ils sont en contact protégé, donc ils peuvent évidemment interagir, mais ils sont quand même limités dans les types d'interactions qu'ils peuvent faire. Mais visiblement, ça satisfait vraiment leurs besoins de contact et ça leur permet d'exprimer leurs comportements sociaux et ils peuvent jouer, faire des toilettages mutuels et pourquoi pas aussi des choses qui ne sont pas forcément attendues initialement, mais grappiller le foin ou la paille dans le box du voisin. C'est aussi ce qui a été observé lors de la mise de ces grilles pour ces étalons et c'est utilisé aussi par certains éleveurs de chevaux de sport, notamment en Allemagne. Alors, si on devait imaginer peut-être des aménagements modernes, je dirais que l'aménagement selon des compartiments, à l'opposé de compartiments uniques, eh bien, avoir plusieurs compartiments dans un même espace, c'est vraiment ce qu'il faudrait rechercher. Donc, une stabulation libre à compartiments, c'est ici ce que vous voyez en photo. Donc, vous reconnaissez peut-être la photo que j'avais prise de haut aussi, de ces chevaux qui s'affouragent dans des stalles. Eh bien, vous voyez qu'il y a donc la stalle d'affouragement entourée en vert, la partie zone de repos entourée en jaune qui est séparée et l'aire de sortie qui est attenante et accessible en permanence. Donc là, on a une stabulation dite libre à compartiments, c'est la nomenclature qui est utilisée en Suisse. Et vous avez peut-être entendu parler des écuries actives. En fait, les écuries actives, ce sont des stabulations libres à compartiments avec certaines spécificités, comme le fait de permettre une alimentation concentrée de façon automatique, d'avoir des matériaux stabilisés, enfin du sol stabilisé. Voilà. Il y a certaines spécificités, notamment l'automatisation dans les écuries actives. Donc, écurie active, c'est une marque, mais c'est une stabulation libre à compartiment. On peut aussi faire du neuf avec du vieux. On n'a pas forcément besoin d'investir des dizaines de milliers d'euros pour améliorer, changer, transformer les conditions de vie des chevaux. Là, vous voyez, c'était au centre équestre de Poitiers, l'écurie telle qu'elle était avant, donc avec des box individuelles, avec des murs pleins, des grilles en colle de cygne non amovibles, et donc absolument pas de contact entre les chevaux. Et donc, l'écurie a été revue avec abaissement des parois et possibilité aussi de sortir la tête pour les chevaux. Et donc, l'abaissement des parois permet les contacts entre les chevaux et en plus, les chevaux allaient au paddock une grande partie du temps en groupe, avec mise en contact d'abord surveillée au manège et puis après, ils ont pu faire des lots de chevaux qui allaient au paddock une bonne partie de la journée et les week-ends. Et là, ce qu'on peut préconiser malgré tout, c'est de peut-être pas abattre toutes les cloisons à la même hauteur, mais on va dire un box sur 3, laisser une paroi pleine pour permettre aux chevaux aussi de pouvoir s'isoler visuellement des autres s'ils le souhaitent, parce que la qualité de vie, ça passe aussi par la tranquillité de temps en temps. Donc, avoir possibilité de se soustraire aux interactions sociales, c'est bien aussi pour les chevaux.
Et je vous invite à consulter, à visionner une webconférence qui est très intéressante, qu'a faite l'Institut français du cheval et de l'équitation, avec la participation de Claire Dufeu, qui est gérante de l'agricampus de Laval, donc du lycée agricole de Laval, où ils ont en fait pas touché à leur bâtiment. Ils ont laissé les box individuelles. En revanche, ils ont ouvert leur box, et donc les chevaux peuvent sortir de leur box, et ils ont accès finalement à des espaces qui étaient plutôt des espaces de circulation pour aller par exemple au manège ou à la carrière, ou au paddock qui étaient éloignés. Et donc ces espaces ont été sécurisés, et ils ont tendu des fils par-ci par-là. Et du coup, les chevaux vont et viennent à leur guise, peuvent rentrer dans leur box s'ils le souhaitent, parfois à 2 dans un box. Et en fait, ils ont constaté vraiment un apaisement de leur cavalerie, hein, c'est pour leur cavalerie de club. Alors, au départ, les chevaux étaient déférés des postérieurs, et maintenant, ils ne vont introduire des nouveaux chevaux que en dehors des périodes de forte activité, et déférés des postérieurs d'abord. Et donc, quand ils ont besoin, ensuite, les chevaux vont chacun dans leur box, mais ils n'ont pas transformé, il n'y a pas eu d'investissement lourd pour transformer le mode de vie des chevaux. Donc, je vous invite à aller voir cette écurie-là. Je sais que Noémie vous partagera le lien que je lui ai transmis, et ça dure 20 minutes. Donc, c'est une vidéo très instructive de partage d'expérience qui, je pense, peut vraiment vous intéresser. Donc, les points à retenir, c'est que la liberté de mouvement et les contacts sociaux sont réellement constitutifs du bien-être équin. Le mouvement libre devrait être permis régulièrement. Et la vie en groupe de la cavalerie est favorable aux activités de club, et de toute façon à toute activité quelle qu'elle soit avec les chevaux. Il faut privilégier les groupes stables des poneys et des chevaux pour leur permettre d'établir des liens durables entre eux, et permettre d'apaiser les relations sociales entre eux. Il faut compter environ 3 semaines pour l'introduction d'un nouveau cheval ou poney avant que les relations soient vraiment sur des modalités de menace et d'évitement, et qu'il y ait plus de contact physique pour établir sa place au sein du groupe. Et on peut vraiment inciter à éloigner les points d'intérêt et surveiller l'accès aux ressources et l'ambiance générale du groupe pour se faire une idée de la qualité des relations que les chevaux ou les poneys entretiennent entre eux dans un groupe qu'on a pu constituer. Je vous remercie de votre attention, et je vous informe aussi que j'ai une lettre d'information à laquelle vous pouvez vous abonner en allant sur mon site internet. Merci, je vais quitter le partage d'écran, et je vais peut-être remettre ma caméra. Merci pour le partage dans le chat donc, du lien de la vidéo de l'IFCE. Alors, merci beaucoup, Hélène. Et alors, il y a des questions. Alors, il y a Claire qui a un troupeau de 10 chevaux poney, alors de 10 chevaux poney, toute race, taille et âge confondus. Le groupe est stable, mais elle a 3 chevaux qui ont beaucoup de traces de morsure parmi les 10, et elle ne voit pas. Alors, je pense que déjà, il faut regarder vraiment au sein du groupe qui peut être l'agresseur. Déjà, est-ce que c'est un agresseur? Est-ce que c'est plusieurs? Quand je dis agresseur, hein, c'est caricatural, mais qui serait responsable de ces morsures, probablement plutôt des morsures. Et voir aussi à quelles occasions. Est-ce qu'il y a des circonstances au cours desquelles ça se produit? Alors, attends, j'avais perdu la fin de sa question. Oui. Alors, elle précise donc, je ne vois très rarement les interactions lorsque je suis présente, donc elle ne comprend pas vraiment. Donc, elle demande des explications, une idée, enfin voilà. Oui, après, il faut, à part passer du temps à observer, on ne peut pas faire autrement pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et bon, après, les petites astuces, hein, c'est maintenant avec les caméras de vidéosurveillance, c'est filmer pour voir ce qui se passe quand on n'est pas là. Et du coup, se faire une petite idée de ce qui peut se passer. Après, ça peut être à certaines périodes. Est-ce que c'est périodique? Est-ce que ça peut être lié à, je sais pas, aux chaleurs des juments, par exemple?
Est-ce que ça peut être lié à une période où les chevaux ont un peu plus faim quand il y a moins d'herbe et que du coup, il est temps de mettre du foin parce que, voilà. Donc, il peut y avoir plein de raisons. Donc, il faut, c'est sûr, creuser le sujet et s'interroger sur le pourquoi. Et là, comme ça, on peut pas répondre, mais en tout cas, des pistes à creuser. Ok, alors une autre question de Claire toujours, je ne sais pas si c'est la même, mais alors Claire demande, dans l'exemple du Paddock Paradise donc, que tu as montré, si le foin est loin des abris, cela signifie que les chevaux vont devoir choisir soit de rester sous la pluie ou au soleil pour pouvoir manger. Oui, oui, tout à fait. Et ça, c'est pas un problème, hein. Dans la nature, c'est aussi ce qu'ils font, hein. Alors ils ont pas d'abri. Donc, quand alors il y a un retour, ouais, merci Tony. Quand ils sont dans la nature, en fait, on n'y pense pas, mais ils sont soumis aux insectes. Et du coup, ils vont arrêter de manger et passer beaucoup de temps sans manger parce qu'ils vont rester au repos debout tête bêche pour éviter les insectes. Donc, en effet, ils font des choix, mais du coup, c'est eux qui font ces choix-là. Et si on regroupait tous les points d'intérêt au même endroit, on aurait vraiment le très gros risque d'avoir des chevaux, bon, qui ne bougent pas. Et ça, c'est quand même pas ce qu'on souhaite. On a vraiment des chevaux qui vont s'épargner, et c'est des grosses feignasses, quoi, hein, c'est tout. Ils ne bougent plus. Si on leur met le foin sous l'abri, par exemple, là, vous aurez des chevaux qui ne bougeront plus du tout. Et aussi, avec ce gros risque d'avoir des chevaux qui monopolisent finalement tous les points d'intérêt et au détriment du coup des autres. Par contre, oui, peut-être à souligner, c'est quand même à réfléchir entre l'effort à fournir, on va dire l'éloignement, il faut qu'il soit relatif. C'est-à-dire que si c'est hyper compliqué parce qu'on a aménagé avec des gros détours à faire, une forte pente ou des gros cailloux que les chevaux n'aiment pas traverser parce que c'est inconfortable. Voilà, si les chevaux ne fréquentent pas les points d'intérêt au moment où on se dit, bon là quand même, à la place d'un cheval, moi ce serait quand même le moment de la journée où j'irai à tel endroit, il peut y avoir un souci. Donc, il faut quand même veiller à pas non plus être extrême dans l'éloignement des points d'intérêt ou les complications des cheminements pour les chevaux. Une autre question de Véro. Alors, j'ai 2 juments et une ponette dans des prés de plusieurs hectares. La ponette est toujours à l'écart. L'entente avec l'une des juments n'est pas top. Celle-ci la chasse régulièrement. Comment y remédier? Alors, y remédier, je ne sais pas si on peut y remédier, mais en tout cas, c'est comme nous. Il y en a qui s'entendent bien, il y en a qui s'entendent moins bien. Et malheureusement, je dirais que nous, on fait des regroupements et, et tout le monde ne s'entend pas toujours super bien. Donc, ça, c'est aussi à voir. Si la ponette le vit bien, c'est pas forcément un souci. Après, si la ponette dépérit, qu'elle est abattue, voilà. Sinon, ça peut être lui trouver un autre copain ou une autre copine. Ça peut être faire des sorties aussi ensemble avec celle avec qui ça ne se passe pas très bien pour créer un peu de lien face à l'adversité. Donc ça peut marcher, hein, d'emmener des chevaux qui ne s'entendent pas, par exemple dans un transport en vent ou en camion, les emmener faire une rando ensemble. Ça crée du lien. Et c'est aussi des astuces on va dire, d'éleveurs, de marchands de chevaux, de faire des voyages pour rien dans un camion ou dans un vent pour que les chevaux s'entendent mieux. Une autre question de Catherine. N'y a-t-il pas de risque avec les stalles que le cheval soit coincé par un autre? Alors ça, c'est souvent la question qui revient. Alors moi, je n'ai pas l'expérience des stalles. J'en ai pas chez moi, mais bon, j'ai des collègues qui travaillent en Suisse et c'est vraiment quelque chose qui est utilisé en routine. Il y a quand même des dimensions à respecter pour éviter justement qu'on ait 2 chevaux qui rentrent en même temps dans une même stalle. Mais en fait, elles sont normalement suffisamment étroites pour qu'un seul cheval y pénètre. Et aussi, elles débordent. Enfin, je dirais que la paroi derrière les fesses du cheval déborde suffisamment pour qu'un cheval qui arrive par derrière ne puisse pas venir mordre autre chose que l'arrière des fesses. Et du coup, en fait, ils abandonnent vite le sujet parce qu'en fait, ils sont exposés tout de suite à une ruade de celui qui est dedans. Et de toute façon, ils sont tous amenés à avoir accès au stall. Donc, si un cheval est dans une stalle, il y a aussi une autre stalle ou plusieurs stalles de libre pour celui qui pourrait se montrer agressif. Donc, normalement, c'est vraiment pensé pour que ça fonctionne correctement.
Une autre question de Christina. Vaut-il mieux garder ensemble 2 chevaux qui se tolèrent, mais n'ont pas d'affinité entre eux, entre parenthèses, caractères très différents, ou les séparer pour les faire vivre seuls, tout en étant à côté d'autres chevaux, en contact visuel et nasonasal? Moi, je dirais que là, dans ce cas-là, je les laisserais plutôt ensemble. Et puis un jour, si on trouve un meilleur copain, bah, pourquoi pas mettre un meilleur copain, enfin tenter en tout cas, avant de savoir si c'est le meilleur copain que celui-là, il faut essayer. Mais moi, je laisserais plutôt cette possibilité d'interagir s'ils le souhaitent ensemble et, euh, et voilà, et pas spécialement les séparer. Une autre question de Samantha. Alors, bonsoir, je dois récupérer mon poulain de 8 mois à l'élevage d'ici peu. Auriez-vous des conseils pour réussir son intégration dans sa nouvelle pension? Il est prévu qu'il soit avec un âne et un petit Shetland. Dans ce cas particulier-là, je dirais que ce à quoi il faut être vigilant avec les tout jeunes, donc quand je dis les tout jeunes, c'est les moins d'1 an, voire moins de 2 ans, c'est que même des chevaux ou des poneys socialisés qui ont vécu avec plein d'autres chevaux différents, qui sont toujours comportés, on va dire, correctement, rien de particulier, ils peuvent se montrer agressifs face à des jeunes parce que en fait, les jeunes ne sont pas au point socialement, ce qui est normal, ce sont un peu des bébés, et ils sont en cours d'apprentissage, et donc ils ne répondent pas comme un cheval adulte aux menaces, par exemple, à se pousser, à éviter. Et ça, il y a certains chevaux ou poneys, visiblement, ça les fait sortir de leur gond, et ils deviennent extrêmement agressifs à poursuivre le poulain et à ne pas s'arrêter, donc il faut les séparer dans ces cas-là. Mais savoir là, s'il n'y a pas enfin voilà, si c'est qu'avec un âne et un Shetland, je pense que dans ces cas-là, peut-être j'essaierai de les mettre, peut-être faire un paddock contigu au départ ou au sein du pré et après les mettre ensemble, mais juste après surveiller le type d'interaction et faire en sorte que ça puisse se passer tranquillement, quitte à isoler la nuit si au départ ça ne se passe pas comme on le souhaite, pas aussi bien, pour que tout le monde se repose et faire une mise en contact progressivement petit à petit. Je vois la question, à partir de combien de chevaux les interactions sont idéales, nombre pair ou impair. Il n'y a pas d'études là-dessus. Et il y a vraiment, je pense, des partages d'expériences qui disent une chose et d'autres le contraire. Donc, je pense que ça dépend vraiment de la composition. Enfin, quand je dis de la composition, ça dépend de qui sont les chevaux. On peut vraiment avoir des chevaux qui s'entendent très bien à 3 et d'autres, à 3, c'est plutôt bancal. Donc, pour moi, c'est plutôt une question d'individu et de personnalité de chevaux que de nombre. Alors, en Suisse, par exemple, pour avoir visité des pensions où il y avait des chevaux, enfin des pensions où ils étaient une vingtaine de chevaux, un éleveur, enfin un gérant de pension disait que lui trouvait que c'était mieux d'avoir une vingtaine de chevaux ensemble, donc ses clients, plutôt que des petits groupes de 5-6. Il trouvait que il y avait davantage de chevaux qui se trouvaient vraiment des bons amis et que c'était plus calme, un grand groupe plutôt qu'un petit groupe. Donc, quand je dis grand et petit, je vous ai donné les chiffres, on parle de 15-20 chevaux par rapport à 5-6 chevaux. Donc ça, je ne saurais pas vous dire. Je pense que c'est vraiment dépendant des expériences de chacun et on n'a pas de retour d'expérience. Il faudrait vraiment faire des sondages et voir les tendances pour savoir. Alors, il y a une autre question. Oui, alors Sylvie, donc elle a une jument ancienne poulinière retraitée qui me semble ne désirer aucun contact. Je ne l'ai jamais vue avoir d'interaction sociale. Elle n'est pas née chez moi. Je l'ai depuis 5 ans. Donc, je ne connais pas son passé. Elle a fait 4 poulains chez moi. Elle était très peu maternelle. Ouais, alors après, on a, même au sein des cavaleries, des pensions, enfin, des chevaux qu'on peut récupérer ou des poneys, des animaux qui parfois n'ont pas été socialisés correctement et qui ont grandi en isolement social ou qu'avec leur mère, par exemple. Et ça ne permet pas le développement de compétences sociales. Et on a des chevaux qui, du coup, ne sont pas forcément à l'aise dans les groupes et encore moins dans les grands groupes. Donc, parfois, ils sont bien avec un cheval et pas plus. Mais je pense que c'est quand même important de leur permettre d'être avec au moins un autre, déjà, en contact libre, mais peut-être surveiller
je vous dis, parfois ces chevaux-là, quand ils sont dans un grand groupe, ils sont plutôt isolés, ils ne vont pas très bien. Donc, c'est à regarder. Mais on peut avoir des histoires de chevaux, c'est pas si rare en fait, hein, des chevaux qui ne savent pas faire un toilettage mutuel, par exemple. On a des chevaux comme ça qui ne savent pas, mais qui peuvent très bien s'entendre avec d'autres, hein, qui ont vraiment besoin des contacts avec les autres, mais on ne les voit pas du coup en contact tactile, par exemple, avec les autres, parce qu'ils ne savent pas faire. Mais pour autant, ils ont besoin d'être avec les autres pour partager les activités et être ensemble, même s'il n'y a pas ce contact, cette proximité physique. Ils vont, par exemple, pouvoir faire quand même du repos debout tête bêche ou se tenir à proximité et réduire les distances quand ils le souhaitent. Alors que si on les sépare, ils n'ont plus quand même ce choix de pouvoir se rapprocher ou prendre leur distance. Ok, donc là... Ah. Moi, j'ai une question. Oui. Quelles sont les précautions à prendre pour réunifier deux troupeaux? Parce que intégrer un cheval ou deux, c'est plutôt facile, mais quand on veut grouper deux troupeaux. Alors après, il y a des astuces. Est-ce que c'est là, c'est pas sur des bases scientifiques, c'est plutôt sur des partages d'expériences que j'essaye de cumuler auprès de différentes personnes qui ont ces expériences-là. Ce serait éventuellement de profiter d'un lieu qui découvre les deux groupes en même temps, c'est-à-dire un pré, par exemple, qu'ils n'ont pas fréquenté depuis un moment. On en profite, on met ces deux groupes-là dans ce nouveau pré, qui n'est pas forcément nouveau, ils l'ont peut-être déjà vu une première fois, hein, mais ils n'y sont pas allés depuis longtemps, mais tout le monde en même temps dans ce pré-là. Et puis, si c'est au moment de la pousse de l'herbe, c'est encore mieux parce que ça va diluer l'intérêt pour les interactions sociales, parce qu'il y a un intérêt pour l'herbe qui est là. Donc ça peut être, je dirais, les astuces un peu plus propices pour le faire. Et puis, si par exemple, on est randonneur et que c'est des chevaux de rando, on va profiter d'une étape de rando où les chevaux ont déjà un peu bossé pour qu'on mette tout le monde ensemble dans une grande pâture lors d'une étape. Et en général, à ce moment-là, ça se passe aussi bien parce que les chevaux sont un peu fatigués et ils ont autre chose à penser qu'aller voir les voisins. Mais voilà, c'est des petites astuces, sinon il n'y a pas vraiment de conseils plus particulièrement à proposer. Ok, alors je vois plus de questions. Tony, est-ce que tu veux dire un petit mot de conclusion peut-être? Normalement, c'est bon, Tony, tu as accès au... Ici, je suis là. Il Je est suis là. là. Donc, bonsoir à tout le monde. Je ne mettrai pas ma caméra parce que j'ai dû faire un aller-retour au club, donc je suis sur mon téléphone. Donc, dans le noir, ça ne va pas être génial. Donc, déjà, je voulais dire encore bravo à toute l'équipe du Creux, bravo à Fanny pour avoir organisé tout ça. Merci à Hélène d'avoir été là ce soir encore une fois pour un webinaire. Je trouve que vraiment la qualité de ces webinaires est toujours aussi bonne et le nombre de participants démontre que ça vaut le coup de continuer à les porter. Et ensuite, je me suis retrouvé dans pas mal de situations et pas mal de questions, donc ça a répondu aussi à certaines des miennes. Et si je peux amener un tout petit témoignage, tout à l'heure, Hélène disait qu'il y avait des structures ou des cavaleries de clubs entières ferrées, vivent en groupe, etc. Moi, ça fait juste 25 ans que nos chevaux sont à 95% ferrés et vivent tous ensemble et c'est pas un gros problème. Ils sont tous en parc collectif, en affouragement à volonté et ferrés des quatre pieds pour la plupart. Et franchement, il n'y a pas de souci. C'est une gestion qui est peut-être on complique la vie des humains pour améliorer la vie des chevaux, mais au final, quand on met tout bout à bout, c'est pas si tendu que ça. Voilà, je souhaite qu'il y ait encore de nombreux webinaires de ce type-là et de cette qualité-là, et je souhaite à tout le monde une bonne soirée. Merci Tony. Merci Tony. Bonne soirée. Alors, je remercie les dernières questions. Si y en a qui ont des questions, c'est maintenant.
Moi, j'ai une question dans le chat. Là, il y a marqué pour les envies de webinaire. Gestion des stéréotypes. Est-ce que c'est gestion des stéréotypies des problèmes de comportement des chevaux ou des stéréotypes des représentations des gens sur les chevaux? Alors, est-ce que Catherine va nous répondre? Des chevaux. D'accord. Les gens, c'est trop compliqué. Ben, elle a bien raison. Bon, bah, très bien. Bon. Hop. Bah, merci beaucoup, Hélène. Oui, comme disait Tony, c'est très enrichissant. Moi, je trouve que ça simplifie plutôt la vie, hein, devant les chevaux en troupeau, mais bon, c'est mon avis. Mais très enrichissant et toujours des petites pépites qui vont nous aider à encore et toujours améliorer la vie de nos chevaux. Et la nôtre. J'espère. Et la nôtre. C'est pas fou. Bon, allez. Eh ben... C'est bon, Fanny? Merci à tout le monde. Ouais, c'est tout bon. Merci à tout le monde. Merci, à bientôt. Il sera disponible en replay sur le site du Creux incessamment sous peu. À bientôt. À bientôt. Merci à Au tout le revoir. monde. Merci de votre attention. Au revoir.